Bonjour Corinne. Bonjour Liv. Donc, je te présente rapidement, même si il y a un certain nombre d'UX designers qui te connaissent déjà. Toi, tu es directrice design chez Frog, l'agence créative de Capgemini Invent, c'est ça? Depuis Oui, plus de 20 ans, tu travailles dans le domaine ouais. et tu accompagnes des clients pour imaginer et concevoir des expériences, produits et services qui secouent le statu quo, touchent les gens et façonnent l'avenir. Et puis, tu as une petite spécialisation depuis quelques années, tu vas nous en parler, puisque tu es responsable numérique qui comprend l'éco-conception, l'inclusion et l'accessibilité. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et puis nous donner peut-être ton actu sur le sujet, tes projets marquants? Ouais. Déjà avant les années 2000, hein, quand j'étais en thèse, donc on parle des années 95 et suivantes, je travaillais notamment avec quelqu'un qui était à l'université et qui était très malvoyant. Et donc du coup, j'avais déjà pris en compte toutes les problématiques d'accessibilité vraiment de manière très pragmatique. Et je m'étais formée. À ce moment-là, on parlait d'accessi-web. Il y avait plein de choses qui étaient faites sur l'accessibilité avec BrainNet notamment. Et donc, je m'étais formée à tout ça dès ce moment-là. Et puis, bah, voilà, j'ai continué à travailler dans ce domaine. Et puis maintenant, comme tu l'as dit, là, ça fait 5 ans maintenant que je suis dans le groupe Capgemini. Et j'ai pris un rôle de Sustainability Leader, vraiment axé plus sur l'éco-conception de services numériques. Hmm. Et donc, dans ce cadre, en ce moment, tu vois, par exemple, on accompagne des clients comme EDF ou Crédit Agricole ou la Caisse des dépôts sur les problématiques de numérique responsable, où on voit avec eux et on les accompagne pour mettre en place des nouvelles façons de travailler au sein des équipes pour prendre en compte les bonnes pratiques du domaine. On les aide aussi à s'interroger et à trouver les bons moyens de mesure Hmm. qu'on pourrait mettre en place pour piloter l'impact carbone des applicatifs qu'ils développent. Donc là, on parle du bon outillage à mettre en place selon le contexte de ses clients, les bons indicateurs aussi qu'on peut mettre en place et qui vont pouvoir permettre de piloter les choses dans la durée. On les aide aussi à optimiser les parcours, évidemment, pour qu'ils soient plus éco-responsables, pour limiter l'empreinte carbone globale de ces applicatifs. Et en matière aussi de services de manière plus globale, c'est comment rendre ces services qui sont à destination du grand public Hmm. plus inclusifs, plus accessibles lorsqu'ils sont utilisés par les gens. Voilà, donc de manière globale, voilà, on aide à accompagner le changement vers un monde qui soit plus responsable, plus Hmm. résilient et plus inclusif. Ouais, c'est intéressant, c'est très intéressant parce que on sent qu'il y a vraiment une dynamique dans ce sens en ce moment et puis c'est nécessaire et effectivement, il faut avoir, comme tu le disais, des indicateurs, des jalons, des méthodologies. Et Mm. justement, là, on parle aussi de l'affiche qu'on a écrite ensemble Ouais. dans mon livre, dans la seconde édition sur l'éco-conception. Donc, je suis vraiment ravie de t'avoir invité sur ce sujet, sachant qu'en plus, Corinne, dans le livre, n'a pas écrit juste une fiche, mais vous avez, j'en reparlerai, un ensemble d'encarts au fil de l'ouvrage qui vous permet de faire une petite aparté justement sur cette thématique de l'éco-conception, très intéressant qui a de multiples aspects, hein. Vraiment, je suis très contente qu'on ait pu réaliser ça sur la seconde édition. Un petit peu les directrices, c'était comment l'éco-conception s'appuie sur les bonnes pratiques de l'UX et puis va plus loin, Mm. justement en prenant en compte cette notion d'éco-conception. Ouais, parce qu'en fait, on sait maintenant, donc, enfin, on sait que les sites web, les services en ligne, ils génèrent des impacts environnementaux. On sait par exemple que le numérique, actuellement, on est à 3 ou 4% des émissions de gaz à effet de serre en fait dans le monde. Ça représente quand même pas mal de choses, et puis 2% de l'empreinte au niveau national. Et l'empreinte numérique, ce qui est dit actuellement, c'est qu'elle pourrait augmenter de manière significative si on Mm. fait rien.
elle pourrait augmenter de plus de 60% d'ici 2040. Donc Ah oui. là, elle prendrait 6-7% en fait de l'empreinte gaz à effet de serre nationale. Donc voilà, même la difficulté qu'on peut avoir avec le numérique, c'est que en fait, le numérique, l'Internet, c'est vraiment perçu comme un univers qui est virtuel, Mm. dématérialisé, et du coup, les gens ont l'impression que c'est inoffensif en fait, parce que c'est immatériel. Et pourtant, c'est pas inoffensif pour la planète, parce que chaque octet en fait qui transite a un impact dans le monde réel Mm, des mm. gens. Et donc, voilà, les sites web et les services en ligne, hein, ils ont en fait, ils concentrent une grande part des impacts environnementaux des services numériques. Et en plus, il y a un essor constaté sur tout ce qui est lié à la mobilité, aux objets connectés aussi. Et donc, on estime en 2020 qu'il y a 50 à 75 milliards d'objets connectés, en plus des 4 milliards d'internautes actuels. Donc, on voit que, en fait, on a des effets qui multiplient énormément l'empreinte du Mm. digital. Et évidemment, on a de plus en plus d'applicatifs qui sont mis à disposition sur le web. Et on voit aussi que plus en fait on avance dans le temps, plus les pages web s'alourdissent. Mm. Ce qu'on sait, c'est que par exemple, le poids moyen d'une page web, il a été multiplié par 115 ou 115 en 20 ans. Et en plus, ça s'est accéléré dans les dernières années. Et pourtant, on ne réserve pas un billet de train 115 fois plus vite. Donc, l'objectif, c'est Mm. d'arriver quand même à faire en sorte de rendre le service toujours utilisable, utile, pratique, fluide, etc. pour les gens, mais qu'on limite le plus possible bah, les consommations d'énergie qui sont Mm. nécessaires à l'utilisation de ce service, quoi. Oui, et puis Donc, l'important, c'est, pardon, je te coupe, non, c'est mais c'est ça. de le prendre en compte dès la conception. Donc, au Ouais, niveau vraiment de l'UX, au moment où on fait la conception, il y a des exactement. choses à prendre en compte, il y a des choix à faire qui vont être plus ou moins souhaitables. Donc, c'est Ouais. ça eh bien, qu'on présente dans cette fiche aussi. Ouais. En fait, il y a des leviers qui existent évidemment, donc pour agir sur ces impacts environnementaux des applicatifs. Euh, Généralement, enfin, de manière globale, et c'est ce qu'on dit dans les fiches et dans les encarts, c'est que le site web ou le service en ligne, ce qu'il faut, c'est qu'il nécessite la plus petite configuration, une configuration minimale côté Mm, internaute. C'est-à-dire qu'il soit utilisable même si on a un logiciel un peu vieux, si on a un smartphone un peu vieux, etc. mm, Le deuxième chose, c'est que contrairement à ce que pourraient aimer faire des gens qui font plus de la communication ou du marketing, l'objectif pour nous, UX, ça va être plutôt de faire en sorte que le service y monopolise le moins longtemps possible le réseau et les serveurs, mm, et qu'en plus, il nécessite le moins de serveurs possible pour fabriquer les pages. Donc, tout ça, ça a un impact sur la conception. Et du coup, les UX sont directement impactés. Il y a aussi des impacts, bien sûr, sur le développement informatique. Mais en fait, voilà, éco-concevoir un service en ligne, c'est de faire en sorte qu'on ait un niveau de qualité de service constant, mm. mais qu'on arrive à limiter, à réduire, en fait, la quantité des moyens informatiques et moyens télécoms, en fait, qui sont nécessaires. Mm, Donc, mm. c'est tout ce qui est lié à l'empreinte, à la fois matérielle et immatérielle, finalement, du service. Mmh mh. Oui, et puis c'est pas incompatible avec, le fait que l'utilisateur, mémorise les informations, parce qu'il y a aussi cette notion d'aller à l'essentiel, d'être vraiment impactant, pertinent en fait par rapport à C'est ça, l'utilisateur. C'est pas parce qu'on a des vidéos, des animations partout et que la personne reste, quelques secondes de plus que, elle sera, moins impactée, enfin plus impactée, que si elle va vraiment, trouver les informations, directement et qu'elle passe, comme tu le disais, moins de temps sur le réseau et donc moins de temps à consommer. Et c'est exactement. vraiment une logique à prendre et un changement culturel presque, j'ai envie de dire, Ouais. mmh. Complètement, un changement de mindset, un changement de conception en fait du monde et de notre métier.
Mmh. Et en fait, c'est comme pour l'UX de manière globale, on va prendre en compte tous ces principes le plus tôt possible dans la conception, Mmh mh. parce que plus on le prend en compte tôt, plus les gains seront importants ensuite. Et on sait qu'il y a environ 80% des gains qui ont lieu avant l'écriture du code en fait en Mmh. lui-même de l'applicatif, quoi. Donc, du coup, voilà, on va faire en sorte, comme tu le dis, de simplifier les processus, simplifier les process en fait, les parcours des utilisateurs. Donc là, on va travailler énormément avec les métiers. Et c'est pas toujours simple. Il faut être Oui. vraiment dans la négociation et le compromis. Mmh. Au niveau fonctionnel, comme tu le disais, ce qui est important, c'est d'avoir des services qui ont un nombre de fonctionnalités limité. Pour rappel, hein, il y en a 80% environ qui sont peu ou pas utilisés Mmh. sur un service, hein. Tout à Et fait. puis, comme tu disais, sur les aspects expérience utilisateur et ergonomie, on va vraiment axer la simplicité d'usage, la fluidité de la navigation. Et tout ça, c'est fait en amont. Et ensuite, il y aura des leviers plus liés au code en tant que tel, où là, on Mmh. va essayer aussi de simplifier le code qui est nécessaire pour afficher le service. On va élaguer énormément de choses. On va faire en sorte d'avoir aussi du code qui soit plus maintenable. Et puis des algorithmes qui sont aussi plus optimaux, avec une limitation le plus possible des appels serveurs, puisque c'est ça qui consomme énormément de bandes passantes. Donc dans les Mmh. fiches, dans la fiche, dans l'ouvrage, vous aurez des petits tips comme ça, des idées en fait qui vous permettront d'atteindre ces objectifs et des idées en fait pour vous permettre de convaincre vos Mmh. clients, quoi. Et ça, c'est important effectivement, hein, parce que je pense que les gens qui nous regardent sont a priori convaincus, sur l'éco-conception, que c'est nécessaire. En plus, on vient de l'expliquer, hein, en fait, c'est faire de l'UX, en restant, sobre sur les fonctionnalités. Donc c'est déjà des choses qu'on a un peu en tête. Mais la fiche, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est qu'elle propose des arguments, hein, pour Mm. convaincre les clients ou les responsables de pouvoir s'engager là-dessus. Et Ouais. aussi, on expose les coûts et les bénéfices de cette Mm. démarche. Ouais. Donc en disant, bah oui, peut-être que au départ, bah, finalement, on prend un peu plus de temps pour réfléchir à ça, mais au Mhm. final, le bénéfice, il est vraiment supérieur. Ah ouais, ouais, c'est sûr. Quand on a des gens qui sont un peu récalcitrants pour mettre en place ces processus un peu plus vertueux, on va dire, on a des gens qui vont nous dire oui, mais ça va me coûter plus cher, par exemple. Et Mmh. en fait, là, comme tu dis, enfin, c'est comme pour l'UX, en fait, hein, si le Mmh sujet de mh. l'éco-conception, il est pris dès les premières étapes du projet, là, l'impact financier, il sera quasiment nul. Et en plus, tout à l'heure, je parlais de la maintenance du code, etc. Le fait de faire moins de fonctionnalités, fatalement, ça va avoir un impact sur le coût de la maintenance dans Mmh la mh. vie du produit aussi. Donc ça, c'est intéressant. Puis il Mmh y a des mh. gens aussi qui nous disent, des clients qui nous disent, ouais, d'accord, mais on a tellement de choses à faire, c'est peut-être pas la priorité, quoi. Mmh. Et là, en fait, faut bien se mettre en tête que, au niveau de la législation, il y a des choses qui bougent. Donc, Oui. Mmh. voilà, il y a des choses qui ont été mises en place pour les services publics avec la RGPD, le RGESN, le référentiel là, pour tout ce qui est services numériques. Mais tout ce qui est fait pour le public, il y a de grandes chances pour que ça arrive dans le domaine privé, parce que Mmh. je vous rappelle qu'il y a des lois quoi, qui ont été édictées. En fait, la loi climat et résilience qui a pour but de réduire 40% à minima les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2040 de manière globale. Et puis, il y a la loi, c'est REEN, réduction de l'empreinte environnementale du numérique, qui a été promulguée en novembre 2021 et puis qui a eu le décret d'application en juillet 2022. Donc, Mmh. de toute façon, au niveau législatif, il y aura des choses où il va y avoir des, des, des amendes. Enfin, en tout Mmh. cas, l'objectif, ce sera de faire en sorte d'être suffisamment équipé pour pouvoir faire en sorte que ce soit indolore quand ce sera obligatoire de se mettre en conformité, quoi. Mmh. Ouais, tout à fait. Ben, c'est intéressant de le souligner aussi parce que ça, ce sont aussi des arguments, pour, voilà, les responsables d'entreprise,
à prendre en compte. Je pense que c'est Ouais. vraiment important de s'y mettre maintenant et pas au pied du mur, voilà, Mmh. de démarrer une fois que les amendes commencent à tomber, mais vraiment d'anticiper. Donc ça fait encore partie des arguments. Et puis des textes de référence. Et puis ce que je voulais également rajouter, c'est que dans cette fiche, il y a beaucoup de références pour aller plus loin. Ouais. Donc les fiches, dans mon livre, elles sont assez courtes. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir, s'acculturer assez rapidement en ayant les arguments principaux. Mais dans cette fiche, il y a vraiment des ressources pour aller plus loin, pour s'auto-former. Donc elle est, très riche. Et puis, bah, comme je disais, il y a aussi, plein de références, dans différents chapitres. Donc des petits encarts, conseils, de Corinne Lelier, voilà, qui sont, toujours, pertinents par rapport à des thématiques particulières. Donc c'est vraiment un bon point de départ, je pense, pour quelqu'un qui s'y intéresse, qui s'intéresse à l'éco-conception et qui n'a pas, vraiment de connaissances pour le moment. Voilà, on peut, vraiment se former grâce à toute la fiche qui est quand même, assez conséquente. Et puis, également toutes les références, qui sont faites. Bah oui, parce que comme tu le dis dans la fiche, on a essayé de faire à la fois, en sorte d'avoir un apport théorique pour donner quand même, les grandes lignes et puis, ensuite, des choses, plus pratiques sur comment on commence, comment on applique en fait toutes ces recommandations, comment on fait concrètement et donc, Mmh. l'objectif, c'est aussi d'avoir, des choses concrètes sur, bah, aussi, des choses pragmatiques sur, les images, les vidéos, les Mmh. animations, les typos, enfin voilà, il y a plein d'encarts aussi, qui permettent de justement, bah, optimiser, les pages et les parcours, pour atteindre ces objectifs. Ouais Mmh. Ouais, c'est en et tout cas, donc du mmh. ouais, vas-y. Non, non, je disais juste, simplement que, c'était assez riche et que, en plus, j'étais vraiment ravie de travailler avec toi sur, ces sujets. C'est Mmh. des sujets, a priori, moi, je connais assez peu. Et du coup, je trouve que ça enrichit vraiment, et c'était vraiment très intéressant de travailler avec toi sur tous ces sujets. Moi, personnellement, ça m'a amené plein de connaissances. J'espère qu'on arrivera à les transmettre, de manière, Moi aussi. fluide et agréable, à tous ceux qui souhaitent, en savoir plus sur ce sujet. Mmh. Donc merci beaucoup Corinne pour Je t'en ça, prie, vraiment, je t'en prie. c'était très chouette. Et voilà, pour terminer, juste, peut-être dire que cette démarche vertueuse, en fait, elle impacte tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut, mettre la main à la pâte et à son petit niveau. On n'est pas obligé d'être, à des niveaux stratégiques dans l'entreprise pour commencer à faire des choses et à faire, directement, quelques enfin, prendre en compte quelques recommandations qui déjà auront un impact de toute façon Mmh. dans la conception. Donc c'est vraiment l'affaire de tous, en fait. Voilà, Oui, je et pense que c'est puis, aussi, l'éco-conception, ça permet d'intégrer d'autres personnes, les personnes du métier, les personnes, voilà, du marketing et cetera, de les embarquer aussi avec nous. Et ça, c'est vraiment hyper important pour la réussite, des projets UX. Et notamment si on veut mettre en place l'éco-conception, bien, c'est pas tout seul, c'est aussi avec, ouais. les autres membres, de l'équipe. Et ça, il y a des clés aussi pour pouvoir les intégrer. Complètement et bah, une des recommandations principales du numérique responsable, c'est de faire de la, co-conception, de la co-création et que beaucoup de choses doivent être faites justement avec les autres parties Mmh. prenantes, du projet. Comme tu le dis, les différentes, directions qui sont impliquées en fait sur un service numérique, pour être en co-construction et du coup voilà, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que là ça met vraiment en avant encore, nos capacités de faire en sorte que tout le monde soit autour de la table Mmh. et qu'on puisse négocier en fait par rapport aux contraintes de l'entreprise, aux contraintes du projet, hem, avec en visibilité, ces différentes «contraintes» entre guillemets, recommandations qu'on peut mettre en place pour faire de l'éco-conception en plus de faire du service centré utilisateur, quoi. C'est Mmh. pas, antinomique, c'est aller un peu plus loin encore Mmh. que ce qu'on avait l'habitude de faire quand on faisait, de l'UX dans les projets, quoi. Mmh. Et c'est ça qui est Mmh. intéressant, je trouve. C'est ce qu'on a voulu, vraiment mettre dans cette fiche, c'est,
c'est de l'UX en mieux, entre guillemets. Enfin, en tout cas, l'éco-conception, c'est être encore plus exigeant sur le travail qu'on veut fournir en tant qu'UX, tout en impliquant bien, les autres. Et puis, voilà, en allant dans une direction qui est vertueuse pour l'environnement, qui est nécessaire pour notre société à l'heure actuelle. Donc, en tout cas, ouais, Exactement. je suis vraiment ravie de ça. T'en prie, avec plaisir. Moi, j'ai été ravie de collaborer avec toi et puis tu m'as aussi permis d'aller un peu plus loin dans ma réflexion. Donc, c'est toujours vertueux de toute façon de se frotter à d'autres, de Mm, challenger ses idées. Donc, mm. ravie. Et Avec j'espère plaisir. que l'ouvrage voilà, portera ses fruits et permettra aux praticiens de prendre à bras le corps ces problématiques. Mm, mm. En tout cas, c'est un réel apport par rapport à la première édition, hein. Cette notion d'éco-conception, c'est vraiment voilà ce qu'on a apporté sur cette deuxième édition. Je pense que c'est un petit peu la pierre angulaire de l'apport qui a été fait par rapport à la première édition. Donc, en tout cas, je suis ravie que ça aille dans ce sens. Et puis, j'espère que nos lecteurs seront ravis aussi. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire des retours. Voilà, une fois que vous aurez pris connaissance de toutes ces connaissances qu'on a essayé de vous transmettre, voilà, on est friands de retour aussi, hein. Je pense que c'est intéressant, peut-être pour une troisième édition ou Oui, autre chose, on verra à l'avenir ce que l'avenir nous réserve. c'est Merci fait. Corinne, en tout cas. Merci, Liv. À bientôt. À bientôt.